Est-ce que vous savez vraiment où va votre argent quand vous investissez dans un ETF? Que se passerait-il si l'émetteur de votre ETF faisait faillite? Et si c'était votre courtier? Investir en ETF est souvent présenté comme la solution la plus simple et la plus efficace pour investir en bourse. Pourtant, elle est loin d'être sans risque. Vous investissez peut-être déjà en ETF, ou vous réfléchissez à vous lancer et vous pensez connaître la plupart des risques. Perte en capital, liquidité, volatilité. Mais il en existe d'autres tout aussi importants, bien que moins connus des investisseurs particuliers. Je parle des risques liés à la méthode de réplication, c'est-à-dire aux ETF physiques et aux ETF synthétiques. Et comme on va le voir dans cette vidéo, ils sont loin d'être négligeables. Je m'appelle Charles Elias Farah, je suis conseiller en investissement certifié par l'autorité des marchés financiers. Et grâce à cette vidéo, vous connaîtrez enfin la différence entre un ETF physique et un ETF synthétique. Vous connaîtrez les avantages et inconvénients de chaque méthode et vous saurez si investir dans un ETF synthétique est réellement plus risqué. C'est parti. Comment fonctionne un ETF physique ? Les ETF sont aussi appelés trackers car ils cherchent à répliquer la performance d'un indice boursier, comme le CAC 40, le S&P 500 ou le MSCI World. Dans le cas d'un ETF physique, l'émetteur de l'ETF doit détenir les titres de l'indice dont il veut répliquer la performance. Par exemple, pour un ETF S&P 500, si l'émetteur est Amundi, Amundi doit acheter les 500 entreprises du S&P pour créer son ETF à réplication physique. Ainsi, la performance de l'ETF sera bien celle du S&P 500, car sa composition est exactement celle de l'indice. On dit que l'ETF est à réplication physique complète. Une option qu'a l'émetteur est d'effectuer un échantillonnage, c'est-à-dire qu'il ne va pas détenir la totalité des entreprises de l'indice, mais juste une sélection suffisante pour reproduire fidèlement la performance de l'indice, tout en limitant la complexité de gestion de cet ETF. Par exemple, pour le S&P 500, les 25 premières lignes pèsent pour près de 50% de l'indice. À partir de la ligne 197, chaque entreprise pèse moins de 0,1%. Donc un ETF S&P 500 pourrait ne contenir que 450 ou même 400 entreprises et tout de même avoir une performance similaire au S&P 500. On dit alors que l'ETF est à réplication physique échantillonnée. Donc si vous décidez d'investir dans un ETF à réplication physique, la situation peut s'illustrer ainsi. À gauche, un investisseur qui veut investir par exemple dans le S&P 500. Il va passer par un courtier qui propose un ETF S&P 500 à réplication physique. Il va donc ouvrir un compte titre ordinaire ou CTO et pas un PEA, ça aura son importance dans la suite de la vidéo, et acheter son ETF. Le courtier va transmettre l'ordre à l'émetteur de l'ETF, par exemple Amundi, qui va alors donner une part de son ETF au courtier, qui va le garder pour l'investisseur. L'investisseur a donc son ETF dans un CTO chez un courtier et l'émetteur détient soit les actions des 500 entreprises du S&P 500, soit un échantillon. Ces actions vont générer une certaine performance, l'émetteur de l'ETF récupère une partie de cette performance via ses frais de gestion, idem pour le courtier qui prend sa part, et enfin l'investisseur récupère la performance nette de frais de gestion. On voit ici l'importance de minimiser les frais des intermédiaires, car si la performance des marchés boursiers est incertaine, les frais, eux, sont prélevés avec une probabilité de 100%. Les risques des ETF physiques. Investir dans un ETF physique présente trois principaux risques. Le premier, c'est de voir la faillite de votre courtier. Fortunéo, Boursobank, Saxo Bank, Bourse Direct ou encore Trade Republic. Si demain votre courtier faisait faillite, qu'arriverait-il à votre ETF ? Eh bien, la société émettrice qui crée et gère votre ETF existe toujours, et votre ETF a toujours la même valeur. Dans ce cas, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, va se rapprocher de l'émetteur de l'ETF pour vous proposer de déposer votre ETF chez un autre courtier. Donc finalement, pour l'investisseur, ce risque est assez limité. Mais dans le cas de la faillite de l'émetteur de l'ETF, comme Amundi ou iShares, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a deux cas de figure. Un ETF est un produit distinct de son émetteur, donc techniquement, il pourrait être transféré à une autre société de gestion. L'autre cas de figure, c'est si aucune société de gestion n'est trouvée pour reprendre l'ETF, parce qu'il n'est pas assez rentable par exemple. Alors l'ETF est dissous, on dit qu'il est liquidé. Et vu que l'émetteur détenait vraiment les entreprises de l'indice, les investisseurs vont récupérer leur capital comme s'ils vendaient leur ETF le jour de la liquidation. Donc ici aussi, pour l'investisseur, le risque est finalement assez limité. Une remarque tout de même, ici, c'est que la faillite d'un émetteur d'ETF, bien que techniquement possible, est extrêmement improbable. Pour la simple raison que ce sont des filiales de grandes banques ou de fonds d'investissement très importants pour le système financier mondial. Amundi est par exemple une filiale du Crédit Agricole. iShares est une filiale de BlackRock. Donc si ces émetteurs venaient à être en difficulté financière, leur maison mère interviendrait très probablement pour les soutenir financièrement. Et même si ces maisons mères venaient à être en difficulté financière, ce qui serait un scénario catastrophe pour l'économie mondiale, alors ce sont probablement les banques centrales qui interviendraient pour éviter un effondrement systémique. Finalement, que ce soit la faillite d'un courtier ou d'un émetteur d'ETF, on pourrait penser que les ETF physiques ne présentent pas de risque important pour l'investisseur. En réalité, il existe un dernier risque spécifique aux ETF physiques qui est méconnu de la majorité des investisseurs, alors qu'il est pourtant le principal risque lié aux ETF physiques, je parle du prêt de titres.
L'émetteur d'un ETF à réplication physique a la possibilité de prêter temporairement une partie des titres qu'il détient à un acteur tiers appelé contrepartie, en échange d'une rémunération et d'une garantie, soit en titres, soit en espèces. Mais si cette contrepartie fait faillite, ou est dans l'incapacité de rendre les titres empruntés, la performance de l'ETF peut alors dévier de celle de l'indice, car son émetteur n'a plus les titres de l'indice. On parle alors du risque de contrepartie. Par exemple, on peut voir que pour cet ETF CAC 40 d'Amundi, si on va dans l'onglet Informations sur le prêt de titres et qu'on télécharge ce document, on peut voir ici que 14% des actions de l'ETF sont actuellement prêtées par Amundi. Ici, on ne parle que de 14%, mais il faut savoir qu'en théorie, en Europe, les fonds UCITS, dont les ETF font partie, sont autorisés à prêter jusqu'à 100% de leurs actifs. D'après une étude de Morningstar, la moitié des ETF étudiés prêtent moins de 10% de leurs actifs, mais 15% prêtent plus de la moitié de leurs actifs. Le risque de contrepartie est probablement le risque principal spécifique aux ETF physiques. En synthèse, les trois risques des ETF physiques sont le risque de faillite du courtier, de l'émetteur et le risque de contrepartie lié au prêt de titre. Pour réduire ces risques, diversifier les courtiers, les émetteurs et éviter les ETF qui ont recours au prêt de titre. Les avantages et inconvénients des ETF physiques. L'avantage principal des ETF physiques est leur transparence. Si vous achetez un ETF CAC 40 à réplication physique complète, vous achetez réellement une fraction des 40 entreprises de l'indice. De plus, les ETF à réplication physique ont tendance à être plus stables en période de crise que les ETF à réplication synthétique, du fait de l'absence de contrats de swap propres aux ETF synthétiques dont on va parler juste après. Parmi les inconvénients des ETF à réplication physique, on trouvera notamment les prêts de titres, qui apportent un risque de contrepartie dont on a parlé plus tôt, des frais de gestion, en moyenne plus élevés que ceux des ETF synthétiques, ainsi que l'indisponibilité des ETF physiques non européens dans un PEA. Pour rappel, le PEA permet de loger des titres d'entreprises cotées de l'Union européenne et des fonds investis à au moins 75% en actions de ces entreprises. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, loger un ETF S&P 500 ou MSCI World à réplication physique dans un PEA, car l'ETF ne contient pas une proportion suffisante de titres de l'Union européenne. Et quand on sait que le PEA présente une fiscalité très avantageuse par rapport au CTO et pas de frais de gestion, comme les assurances vie, on veut prioriser les investissements dans cette enveloppe. La réplication physique est alors une contrainte importante. C'est probablement l'inconvénient numéro 1 des ETF à réplication physique, et ce sujet de la disponibilité dans le PEA est à l'inverse un des points forts des ETF synthétiques dont on parle tout de suite. Comment fonctionne un ETF synthétique ? Comme un ETF physique, un ETF synthétique va chercher à répliquer la performance d'un indice boursier, comme par exemple le S&P 500. Mais à la différence d'un ETF physique, pour atteindre cet objectif, il ne va pas détenir les actions ou une partie des actions de l'indice. Il va constituer un panier d'actions différentes de celles de l'indice. Par exemple ici, on peut voir pour cet ETF S&P 500 d'Amundi, éligible au PEA, que l'indice suivi est composé d'entreprises comme Apple, Microsoft ou Nvidia, mais que le panier de cet ETF est composé majoritairement d'entreprises européennes. On remarque tout de même qu'il peut y avoir des entreprises hors Europe, comme ici Nvidia, mais l'important c'est qu'au moins 75% de l'indice soit européen pour que cet ETF soit éligible au PEA. Ce panier va donc générer une certaine performance qui pourrait être inférieure, égale ou supérieure à celle de l'indice visé. Pour se rapprocher autant que possible de cette performance, l'émetteur de l'ETF, par exemple Amundi, va signer un contrat appelé swap, avec une contrepartie qui est généralement une grande banque, par exemple le Crédit Agricole. Dans l'exemple d'un ETF S&P 500, la contrepartie a constitué son propre panier d'actions composé des 500 entreprises de l'indice. On a donc d'un côté Amundi avec son panier de titres majoritairement européens, et de l'autre le Crédit Agricole avec son panier d'actions américaines. Grâce au contrat de swap, les deux entités vont échanger de façon journalière la performance de leur panier. Si le panier d'Amundi avait obtenu une performance supérieure au S&P 500, alors le Crédit Agricole va verser une compensation à Amundi pour équilibrer l'échange. Mais si le panier d'Amundi avait obtenu une performance inférieure au S&P 500, alors c'est Amundi qui aurait dû verser une compensation au Crédit Agricole. L'important, c'est qu'in fine, les investisseurs de l'ETF S&P 500 reçoivent bien la performance du S&P 500. Les risques des ETF synthétiques. Comme pour les ETF physiques, les ETF synthétiques sont soumis au risque de faillite du courtier et de l'émetteur. Mais on a vu plus tôt que l'impact pour l'investisseur était finalement très limité. Par contre, un risque spécifique aux ETF synthétiques est le risque de faillite de la contrepartie, avec laquelle le contrat de swap a été constitué. Que se passe-t-il si cette contrepartie fait faillite ou ne peut pas respecter ses engagements avec le contrat de swap? Déjà, il faut savoir que selon la réglementation UCITS, qui est celle encadrant les ETF en Europe, un ETF synthétique ne peut pas avoir plus de 10% d'exposition à une seule contrepartie. C'est pourquoi la majorité des émetteurs d'ETF synthétiques travaillent en réalité avec plusieurs contreparties afin de réduire ce risque. Donc en cas de faillite d'une des contreparties, l'investisseur peut perdre en théorie jusqu'à 10% de son investissement. L'émetteur de l'ETF peut alors remplacer cette contrepartie par
par une nouvelle. Mais si elle ne le fait pas, la performance de l'ETF ne va plus suivre avec précision celle de son indice sous-jacent. Elle va se rapprocher de la performance du panier qu'elle détient réellement. Dans ce cas, l'investisseur particulier pourrait décider de revendre ses parts d'ETF et de racheter les parts d'un ETF qui suit précisément l'indice qui l'intéresse. Pour réduire ce risque de contrepartie, vous avez peu de possibilités, si ce n'est choisir des émetteurs d'ETF historiques et reconnus qui sauront sélectionner les bonnes contreparties et qui auront de solides assurances en cas de pépin. Les avantages et inconvénients des ETF synthétiques. Les ETF synthétiques présentent des avantages importants par rapport aux ETF physiques. Déjà, ils ne font pas de prêt de titres, ils ont généralement des frais de gestion plus faibles, parce que le panier qu'ils composent est souvent plus simple que celui des ETF physiques. Enfin, ils permettent d'investir dans des titres et fonds non européens comme le S&P 500 ou le MSCI World dans un PEA et ainsi profiter de sa fiscalité avantageuse. N'investir qu'en Europe, ou pire qu'en France, est un biais psychologique classique chez les investisseurs particuliers. On préfère s'exposer à des entreprises qu'on pense connaître. Mais s'exposer aux entreprises étrangères hors Europe est important autant pour de la diversification que de la performance. Donc ne négligez pas l'utilisation du PEA, même pour investir aux États-Unis par exemple. A l'inverse, les ETF synthétiques ne sont pas parfaits. La couche de complexité qu'apporte le contrat de swap rend la compréhension de ces produits plus délicate. Or, en investissement, on n'investit que dans ce qu'on comprend. De même, le risque de contrepartie est bien présent, même s'il est mitigé par la réglementation UCITS qui oblige à avoir plusieurs contreparties, et par les assurances que contractent les émetteurs pour se protéger de ce risque. En somme, les ETF physiques comme synthétiques présentent des risques liés aux différents intermédiaires présents, mais la réglementation en place et les assurances souscrites permettent de grandement limiter ces risques. Surtout que dans le cas d'un scénario catastrophe, avec la faillite d'un émetteur ou celle d'une grande banque, les banques centrales interviendraient forcément pour éviter tout risque de contagion aux autres acteurs. Mais ayez en tête que si vous voulez investir dans des fonds non européens à travers un PEA, vous êtes obligé d'investir dans un ETF à réplication synthétique. Votre choix entre un ETF physique ou synthétique doit avant tout se porter sur son indice sous-jacent et son éligibilité au PEA si c'est un sujet pour vous. Donc si vous voulez apprendre à sélectionner les meilleurs ETF, je vous l'explique en détail dans cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.